Je suis Cyril Lafont, donc je suis un ancien arbitre, hein, je vais expliquer ce que je fais maintenant. Je suis directeur de recherche à l'INSERM, donc c'est le NIH en France. Donc c'est pas le genre de conférence où j'ai l'habitude de participer, mais ça me fait du bien aussi. Donc je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour en revenir à l'arbitrage, j'ai commencé l'arbitrage il y a environ 30 ans. Avec le concours du jeune arbitre que j'ai eu la chance de gagner au moment de la Coupe Latine. Les gens se rappellent peut-être de cette organisation, de cette compétition. Avant ça, je jouais également. Je suis originaire de Corrèze, donc je jouais dans un petit village qui s'appelle Obja, pour ceux qui connaissent. J'ai joué le CA Brive en Crabos. Et puis ensuite, j'ai évolué dans les études. Ça m'a amené à Lyon, où j'ai fini au Loup. Et c'est à ce moment-là que on jouait pas ici. Hein. On était beaucoup plus modeste. On jouait souvent à la plaine. Quand on avait la chance à Villermé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait le concours du jeune arbitre et que je suis passé dans le monde de l'arbitrage, puisque je pouvais pas, comme explique Philippe, arbitrer et jouer en même temps le dimanche après-midi. C'était assez compliqué. Voilà. Donc j'ai passé les étapes assez vite de progression dans l'arbitrage, concours de jeune arbitre, donc fédéral tout de suite, assez jeune. Hein, pour l'époque, je devais avoir 25-26 ans, donc c'était pas commun. Et puis l'arbitrage pro, autour de 2005-6, par là, Pro D2. Quelques années en Pro D2, très rapidement, je suis passé en top 14. J'ai fait 100 matchs en top 14 environ. Et j'ai arrêté à cause de la limite d'âge, mais pas que, parce que j'étais un peu fatigué aussi quand même, à 45 ans, pour passer dans le monde de la vidéo, arbitrage vidéo, puisque ça me permet toujours d'être dans l'arbitrage et aussi dans la décision. Plutôt que de coacher, j'ai préféré rester en lien avec l'équipe terrain. Voilà. Donc la question qui m'a été posée était un petit peu large, alors je ne savais pas trop comment l'aborder. Hein. J'ai fait évidemment un focus sur l'arbitrage du rugby professionnel en France, que je connais davantage, et sur l'évolution du statut de l'arbitre. Donc j'ai partagé ma réponse en deux parties. Une première partie, je trouvais que c'était quand même intéressant de rappeler un petit peu comment se passe l'arbitrage des rencontres professionnelles. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache là, sur les compositions de l'équipe. Et ensuite, une deuxième partie vraiment focalisée sur le statut. Donc ça, c'est peut-être cette deuxième partie qui sera plus en lien avec le débat d'aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours une troisième équipe hein, sur le terrain. Vous vous êtes rendu compte, c'est l'équipe d'arbitres. Et chacun dans cette équipe a vraiment un rôle précis. Oh, pourquoi ça passait? Ah, mais oui, je suis bête. Si je zappe sur l'ordinateur. Non, c'est là que ça joue. Voilà, c'est là que je veux. Merci. Donc, je ne sais pas s'il faut que je fasse un signe ou je ne sais pas comment changer les diapos. Ah, c'est toi qui zappe? Ben, donne si tu veux, je le fais. D'accord. Ouais, voilà. Donc chacun dans cette équipe a un rôle très très précis. Donc évidemment, on connaît l'arbitre central, hein, c'est le boss, hein, c'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui prend les décisions. Les autres équipiers sont des assistants. Ça, il faut vraiment que vous ayez conscience. Ils aident, ils sont là pour assister à l'arbitre de champ. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner des informations. Ils ont un cadre bien précis dans leur rôle. C'est pas eux qui arbitrent. C'est pas eux qui vont faire l'arbitrage au sol, c'est pas eux qui mettent les cartons, c'est l'arbitre de champ qui décide. Voilà. Quatrième élément important de l'équipe, c'est l'arbitre vidéo. Bon, je dis pas ça parce que je suis un arbitre vidéo, mais on a un rôle relativement modeste, mais on a un rôle quand même important pour éveiller l'attention de l'arbitre sur des situations bien particulières, dans un cadre bien particulier. C'est tout ce qui est jeu déloyal et situations proches des embuts. On peut aussi intervenir sur des évidences grossières que tout le monde a vues sauf l'arbitre et ses collègues à la touche, mais c'est à peu près tout. Okay, toujours, c'est l'arbitre de champ qui prendra les décisions. Ça, c'est important. Voilà. C'est-à-dire que souvent, même, l'arbitre vidéo dit « tu devrais contrôler ça ». L'arbitre de champ regarde les images, il dit « d'après ce que je vois, c'est ça, ça et ça, c'est ma décision ». Et l'arbitre vidéo, il dit « bon, ben, ok, d'accord ». Voilà. C'est vraiment l'arbitre de champ qui décide. 7+1, j'ai mentionné les arbitres qu'on appelle 4 et 5. Ils ont vraiment un rôle important. Alors, au-delà du fait qu'ils sont là pour suppléer un arbitre qui peut se blesser, ils sont là aussi pour gérer les remplacements. C'est assez compliqué. Ils ont vraiment ce rôle et aussi pour gérer les humeurs des bancs qui peuvent être par moments un peu difficiles. Ils sont là un petit peu pour tempérer et leur rôle est important. Voilà.
J'ai mis un +1 parce que je compte pas la partie administrative, mais le +1, c'est le superviseur ou le coach. Depuis je sais plus combien de temps, il y a des coachs en France, peut-être 5-6 ans ou peu plus. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'en bénéficier sur la fin de ma carrière. Donc, il y a ces coachs qui ont vraiment un rôle important puisqu'ils permettent à l'arbitre d'avoir un retour sur sa performance. Alors, on parlera un petit peu de comment ça se passe, le travail de l'arbitre sur les matchs, mais le coach a vraiment un avis un peu objectif. Il peut aussi aider l'arbitre Enfin, il doit aider l'arbitre à progresser et à mieux mettre en évidence les actes de progrès sur lesquels il doit travailler. C'est vraiment important. Donc voilà, ça c'est une première évolution, je pense, quand moi j'ai commencé l'arbitrage en professionnel par rapport à la fin. Là, on en est là. Et vraiment, ça c'est un changement majeur. Ce coaching, notamment, était vraiment un changement important. Alors ensuite, j'en viens à la question sur l'évolution des statuts. Donc, pourquoi il y a cette équipe qui est si dense sur le terrain, quoi. Donc je me suis amusé à trouver quelques photos et faire le comparatif entre le début du professionnalisme, donc milieu des années 90, et puis plus récemment. Donc j'ai pris, bon, pas par hasard, hein, parce qu'il se trouve que c'était le Stade Toulousain qui était déjà champion en 94 et encore en 2023. Donc quand on compare les deux photos, il y a des choses qui sautent aux yeux, de mon point de vue. Je ne parle pas de la qualité de la photo, hein, mais je dirais les effectifs, déjà. Rien que les effectifs, vous voyez, le staff, on est champion en 2023 avec un effectif qui est beaucoup plus dense qu'en 1994. Les staffs des équipes aussi se sont développés de manière exponentielle. Donc, on comprend également que l'arbitre ait besoin de s'entourer pour assurer une bonne performance. Ensuite, je me suis amusé alors, j'ai trouvé quelques données dans la presse, hein, de tracer l'évolution de la dimension physique des joueurs. Bon, j'ai juste pris le poids et la taille, mais on peut imaginer que la puissance et la vitesse sont liées. Vous voyez, cette augmentation, c'est la valeur moyenne de l'équipe de France en 95 et en 2023. Donc, vous voyez cette évolution. Donc, imaginez la courbe des arbitres, inverse. Entre 95 et 2023, le poids des arbitres a diminué également. Donc, vous voyez le côté évolution physique de l'arbitrage qui est vraiment important. On peut justement aussi, pareil, pour justifier l'évolution de cette équipe, regarder les données statistiques des matchs. Bon, j'ai pas les données de 2023, mais vous voyez un temps de jeu qui a accéléré de manière exponentielle entre la Coupe du Monde de 87 et celle de 2011. Le nombre de mêlées qui est réduit, le nombre de touches qui est réduit, le nombre de plaquages et le nombre de rucks qui a augmenté. Donc tout ça pour dire que l'arbitre a vraiment évolué dans la dimension physique. Et maintenant, on parle de l'arbitre comme un directeur de jeu, mais aussi un sportif. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est vraiment un changement dans le statut de l'arbitrage. Ce que j'ai mis ici, l'arbitre est un sportif. Premier changement. Ensuite, je change là. Voilà. Quelle autre évolution du statut de l'arbitre? Donc, les règles évoluent en permanence. À chaque Coupe du Monde, on a des nouveautés. Donc, l'arbitre doit vraiment se former, diffuser l'information au niveau de ses collègues, diffuser l'information au niveau des équipes. Alors, même si j'ai entendu Philippe n'était pas d'accord avec ça, au niveau professionnel, on a aussi une petite responsabilité dans le produit qu'on vend. On peut pas, même si ça m'est arrivé, siffler 40 pénalités sur un match. On doit assurer aussi une certaine forme de spectacle, c'est important. Et on a aussi, comme je l'indiquais sur la diapo précédente, une densification des staffs techniques. Donc, on a vraiment des échanges qui sont aussi développés entre les staffs et les arbitres. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai oublié de dire dans cette présentation. C'est comme ça que j'ai rencontré Olivier quand j'intervenais avec Oyonnax, quand il était avec Christophe là-bas, et ensuite Olou avec Pierre Mignoni. Donc, densification des staffs techniques. Tout ça pour dire que maintenant, l'arbitre, c'est aussi un technicien. Un sportif, un technicien, c'est des choses qui ont vraiment changé ces dernières années. Et enfin, une autre évolution, pareil, je me suis toujours amusé à comparer des images. Donc ça, j'ai pris une image du match en 87 qui m'a fait aimer le rugby, quoi. Ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser au rugby, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde France-Australie, match extraordinaire, si vous vous rappelez, avec Alain Lorieux, je le revois encore marquer son essai, extraordinaire. Et le même match France-Australie en 2023. Voilà, les images sautent aux yeux sur l'environnement, comment il a évolué. C'est extraordinaire. Et donc,
ce que je peux dire sur l'évolution de l'arbitrage, c'est en plus d'être un technicien, en plus d'être un sportif, maintenant aussi l'arbitre est un communicant. Il doit communiquer avec les équipes, communiquer avec le public même. On est équipé de micros, donc on explique nos décisions. Donc on a vraiment un rôle important à ce stade, à ce niveau-là. Voilà. Donc toutes ces expertises qui ont changé en 20 ans vraiment nécessitent un niveau d'engagement élevé. On est assez occupé au niveau professionnel, certains d'entre nous. D'autres ont la chance d'avoir un statut d'arbitre professionnel pour... Enfin, c'est obligé. Si on veut faire la Coupe d'Europe, si on veut assurer les matchs internationaux, c'est obligé. Quand on est au niveau national, on peut faire sans, mais c'est dans ce cadre qu'il y a eu une convention qui a récemment été signée entre la LNR et la FFR, qui va permettre justement de développer un plan de performance pour l'arbitrage, vraiment une excellente idée, une excellente innovation, qui va permettre vraiment que les arbitres aient plus de temps, enfin les 30 du niveau professionnel, à consacrer à l'arbitrage. Donc certains auront un jour et demi, je crois, un jour et demi... voilà, ou 2 jours et demi selon leur niveau d'arbitrage, selon leur statut professionnel, à vraiment pouvoir davantage échanger avec les équipes, se préparer physiquement davantage et ensuite assurer justement les formations, les interventions dans les clubs. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire. Merci.